Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, donc le troisième organisé dans le cadre de l'EDIH Green Power IT sur la thématique donc enjeux juridiques à l'ère de l'intelligence artificielle. Et nous avons la chance aujourd'hui de compter sur l'intervention de deux experts, donc Juliette Sénéchal, professeure de droit privé à l'Université de Lille et en délégation dans une équipe de recherche INRIA, ainsi que Marcel Moritz, responsable du master droit du numérique à l'Université de Lille, maître de conférences HDR et avocat. Avant de leur laisser la parole, je vais revenir rapidement sur l'EDIH pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, c'est un EDIH donc, pour European Digital Innovation Hub, donc pôle européen d'innovation numérique. C'est un projet qui est cofinancé par l'Europe en région pour aider les PME à accélérer leur transition digitale. Les PME, mais aussi les collectivités, c'est une spécificité de notre DIH dans la région Hauts-de-France. Il y en a 16 par ailleurs donc dans toute la France, sur des thématiques qui leur sont propres. Ici, nous sommes sur les thématiques IoT, IA et cybersécurité en particulier, et avec une dimension durabilité qui est également importante. C'est un projet qui est donc porté par le CITC avec l'appui d'un ensemble de partenaires. Donc, vous pouvez voir les logos ici, donc différentes structures de type associations, CCI, centres de recherche, universités, qui mettent donc leur expertise sur le digital en commun pour développer toute une offre de services à destination des PME et des collectivités. Services qui sont donc répartis en 4 grandes catégories. Donc la partie formation, c'est dans ce cadre-là donc qu'est organisé ce que sont organisés ces webinaires mensuels portant sur des technologies du numérique, mais aussi dans ce cadre qu'on peut proposer des formations plus longues, donc sur mesure, qui répondent spécifiquement aux besoins de l'entreprise ou de la collectivité. On a une partie sur l'expérimentation, donc avec l'accès à des plateformes expérimentales dans nos différentes structures. L'aide à la recherche de financement également, et puis toute une partie sur l'accès à l'écosystème dynamique, donc local, national, mais aussi européen, parce que les EDH sont implantés un peu partout en Europe. Pour plus d'informations, donc vous avez notre site internet sur lequel vous pouvez par ailleurs trouver notre catalogue de formations. Nous sommes présents aussi sur les réseaux sociaux à travers LinkedIn notamment, et puis nous avons un contact mail. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez des questions ou des besoins particuliers concernant le digital. Donc je laisse tout de suite la parole à nos deux intervenants pour une présentation qui s'annonce très enrichissante. Donc merci à vous deux et bon webinaire à tous. Donc, je vais essayer de partager. Bonjour à tous. Alors là, j'avoue que... alors, comment je fais pour partager? Pas de panique, Donc parce que moi, je n'ai pas fait le partagez. test. Donc, j'ai partagé une présentation PDF. Il faut déposer le fichier ici. Alors, attendez, je vais aller chercher. Hop. Ok. On espère que ça marche. Alors, si. Donc je vois que nous avons 34 participants sur 64 inscrits. Donc voilà, on a un peu de temps pour laisser les gens arriver, donc pas de problème. Voilà. Donc normalement, le transfert du fichier est en cours. On va voir. Enfin là, c'est à 0%. Je Ça met pas trop de temps normalement. ouais. Parce que là, ça mouline. Hein. Et j'en profite donc à tous, pareil, si donc il y a un onglet questions hein, en bas à droite. Vous avez l'habitude certainement des outils de webinaire. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions auxquelles auront accès Juliette et Marcel, et je transmettrai les questions en fin de présentation. Bon,
Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci parce que le transfert du fichier se met à 0% et mouline. Donc, Ah, bon, bah, à la limite, c'est pas très, très, très grave. Je peux le faire sans fichier, hein, c'est pas un souci. Je vais tenter de le faire sans fichier parce que là, ça mouline, ça ne veut pas s'afficher. Alors, donc, on va on va on peut faire faire comme ça. on va faire sans. Donc, globalement, l'idée, aujourd'hui, c'est d'essayer de voir, comment les entreprises, hein, sont impactées par l'intelligence artificielle et la réglementation qui concerne l'intelligence artificielle. Et donc simplement pour vous dire qu'il y a plusieurs types de systèmes d'intelligence artificielle et qu'il faut absolument pas considérer que vous n'êtes pas concerné par l'intelligence artificielle. Il y en a partout. De toute façon, avec les derniers rebondissements qui deviennent finalement publics, avec DeepSeek qui est en train de concurrencer ChatGPT, qui lui-même va être concurrencé par je ne sais qui, et puis ChatGPT qui finalement accuse DeepSeek potentiellement d'avoir porté atteinte à sa propriété intellectuelle. Donc on est vraiment dans une sorte de drame perpétuel ou de pièces de théâtre perpétuelles sur l'intelligence artificielle. Donc elle est vraiment partout. Elle est aussi donc elle est non seulement dans tous les systèmes d'intelligence artificielle que vous utilisez pour donc poser des questions, donc formuler des prompts pour obtenir des réponses sur divers sujets qui vous intéressent en tant qu'entrepreneur. Mais elle est aussi tout à fait présente dans le cadre des systèmes de recommandation que vous pouvez utiliser dans le cadre de moteurs de recherche, dans le cadre de places de marché, dans toute une série de cadres en fait de la vie numérique où tout est fondé sur l'intelligence artificielle. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire avec Marcel Maurice, c'est vous présenter rapidement quels sont les textes principaux finalement qui viennent saisir l'intelligence artificielle et pour justement essayer voilà, de faire un panorama le plus exhaustif, tout en étant forcément donc pas complet, puisque bien sûr on va pas pouvoir rentrer dans le détail de chacun des textes qui sont présentés ici. Donc en gros, ce qu'on va vous présenter, c'est à la fois l'Artificial Intelligence Act, donc le règlement sur l'intelligence artificielle, donc qui est un règlement du 13 juin 2024 et qui vient donc réglementer un certain nombre d'aspects de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, donc là, c'est moi qui vous ferai cette présentation-là. Ensuite, Marcel va vous parler de tous les textes autour de la propriété intellectuelle et du secret des affaires. Si on a encore un tout petit peu de temps après, donc il faudra encore que je vous parle un peu du RGPD et finalement également Marcel vous parlera de la cybersécurité. Donc là, on va essayer de couvrir l'ensemble de ces aspects. Donc moi je vais commencer par évoquer avec vous le règlement sur l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que c'est que ce règlement du 13 juin 2024? Donc c'est un règlement qui finalement vient traiter de l'intelligence artificielle sous l'angle des risques qui sont inhérents à ce concept d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est vue comme un produit, donc qui, en tant que produit, génère des risques. Et donc l'idée sous-jacente derrière ce texte, c'est d'imposer à deux principaux types d'acteurs que vous êtes vraisemblablement, c'est-à-dire soit des développeurs de systèmes d'intelligence artificielle, soit des déployeurs, c'est-à-dire des utilisateurs professionnels des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, à ces deux titres-là, il y a un certain nombre d'obligations. Donc, il y a un certain nombre d'obligations qui vont vous être imposées. Et ces obligations, donc, elles sont présentes dans ce règlement sur l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est important de préciser, tout d'abord, c'est que ce règlement, eh bien, il va avoir une entrée en vigueur progressive. Donc, concrètement, la première date importante
Bah, c'est demain et c'est vraiment demain puisqu'en fait, c'est le 2 février 2025, donc c'est vraiment dans quelques jours qu'on va commencer à avoir un certain nombre d'obligations qui s'imposent et les premières obligations, donc on va le voir très très rapidement, c'est sur les interdictions. Parce qu'en fait, c'est un règlement qui vient poser un certain nombre d'interdictions et donc les interdictions pour les, pratiques les plus inacceptables finalement, débutent très, très vite et elles débutent donc dans 3 jours, à compter d'aujourd'hui. Mais ensuite, on va avoir une entrée en vigueur progressive et donc les dernières règles rentreront en vigueur le 2 août 2027. Donc c'est bien plus tard, que ces prochaines règles vont rentrer, en vigueur. Alors voilà, donc une fois que l'on a dit ça, c'est un règlement qui arrive là tout de suite, donc dans 3 jours et donc c'est certainement pour ça que le sommet de l'IA, intervient également cette semaine-là, hein, finalement. C'est, pour être dans le ton de cette entrée en vigueur. Alors je suis désolée, il y a un petit peu de travaux autour de moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du système d'intelligence artificielle? Donc, ce qu'il faut retenir du système d'intelligence artificielle tel qu'il a été défini dans le règlement sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est très très proche du concept de logiciel. Donc en fait, c'est une définition qui est extrêmement large du système d'intelligence artificielle qui est retenu par le règlement sur l'intelligence artificielle. C'est extrêmement proche du programme informatique, du logiciel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en ce moment, en fait, on attend des lignes directrices de la Commission européenne pour nous dire qu'est-ce qui différencie vraiment un système d'intelligence artificielle d'un logiciel simple, d'un programme informatique classique. Parce que à ce jour, on ne le sait pas. Parce qu'il y a un critère qui est quand même dans la définition légale, qui est que c'est un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie. Donc voilà, donc c'est un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie. Donc en fait, on a l'espoir que derrière ce concept d'autonomie, qui est dans le texte, eh bien, on puisse finalement découvrir quelque chose qui différencierait de manière claire le système d'intelligence artificielle des autres logiciels et des autres systèmes informatiques. Voilà, parce que bon, pour être en ce moment à l'INRIA, moi, à chaque fois que je parle de la définition du système d'intelligence artificielle aux informaticiens de l'INRIA, à chaque fois ils me disent bah, on fait tous de l'IA au regard de cette définition. Donc ça, c'est quand même important à souligner parce que ça veut quand même dire que quand bien même la Commission européenne diminuerait finalement un tout petit peu le champ d'application et ne saisirait pas tous les logiciels, mais essaierait de saisir spécifiquement certains types de logiciels ou certains types de systèmes automatisés, il n'en reste pas moins que, voilà, au regard de la largeur de la définition actuelle, eh bien, il faut être très vigilant avec ce texte parce qu'il peut s'appliquer à énormément de monde et en réalité et à énormément de types d'utilisation ou d'usage que l'on peut avoir des systèmes d'intelligence artificielle. Donc voilà, donc là on attend, on n'a pas encore une précision qui nous permettrait de dire mais qu'est-ce qui vraiment différencie le système d'IA au sens du règlement des autres systèmes informatiques, des autres programmes informatiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important dans le règlement sur l'intelligence artificielle, c'est que les obligations, comme je vous disais, elles sont à la charge de 2 types de personnes. Et ces 2 types de personnes, principales, hein, parce qu'il y en a plus, c'est ce qu'on appelle les développeurs de systèmes, qui prennent le nom de fournisseurs de systèmes ou de modèles d'intelligence artificielle dans le règlement. Donc c'est les développeurs. Donc les personnes physiques ou morales, ou tout autre organisme finalement qui développe ou fait développer un système d'intelligence artificielle. Donc concrètement qui, le met également sur le marché ou qui le met en service sur le marché européen. Donc dès qu'on développe un système et qu'on le met sur le marché européen, on est tenu d'un certain nombre d'obligations et par ailleurs, et c'est, si vous n'êtes pas développeur de systèmes d'intelligence artificielle, c'est aussi les déployeurs. Donc les déployeurs de systèmes d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des personnes physico-morales, qui, finalement utilisent un système d'intelligence artificielle sous sa propre autorité, lorsque ce système est utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle.
Et donc voilà. Donc en fait, l'idée, derrière le déployeur, c'est que tout le monde, toute entreprise finalement va être déployeur de systèmes d'intelligence artificielle et va l'utiliser, à titre professionnel. Donc ça va être, bah, voilà, vous allez pouvoir utiliser des systèmes, d'évaluation, par exemple, de salariés, des systèmes, d'IA générative pour produire des réponses à l'intention de vos clients, par exemple. Donc, vous allez très vite, finalement, devenir des déployeurs, c'est-à-dire des utilisateurs à titre professionnel de systèmes d'intelligence artificielle et clairement, voilà, enfin, je veux dire, la logique, qui est sous-jacente derrière, ChatGPT, c'est de créer des abonnements avec des professionnels pour qu'il y ait des usages professionnels, de ces systèmes. Donc à partir du moment où vous êtes déployeur ou que vous êtes développeur, vous rentrez dans le cadre du règlement sur l'intelligence artificielle, sauf si, voilà, vous utilisez ou vous déployez des systèmes à des fins militaires où là, vous sortez du règlement sur l'intelligence artificielle. Mais dès que vous n'êtes pas dans ces domaines-là, ou sauf si c'est uniquement du développement aux fins de recherche, alors là, vous n'êtes pas non plus dans le règlement sur l'intelligence, artificielle. Mais en dehors de ça, vous êtes très, très rapidement dans le règlement sur l'intelligence artificielle. Et à partir de là, comment vous allez être soumis au règlement sur l'intelligence artificielle? Eh bien, vous allez être soumis, parce qu'il y a, dans ce règlement, en fait, une pyramide des risques qui est envisagée. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a, des risques qui sont considérés comme inacceptables et donc là, on va avoir des prohibitions. Donc certaines pratiques d'IA vont être interdites. On a, des, risques qui vont être considérés comme systémiques et donc là, c'est pas ce qui va vous concerner parce que les risques systémiques, c'est par exemple perte de contrôle de l'intelligence artificielle, fabrication, enfin j'invente rien, hein, bien sûr. C'est en ce moment ce qui est en train d'être, établi par le Bureau de l'intelligence artificielle. Donc c'est perte de contrôle de l'intelligence artificielle, c'est, fabrication par l'intelligence artificielle, d'armes nucléaires, bactériologiques, à des fins, forcément pas forcément maîtrisées. Ça va être, cyberattaque de masse par une intelligence artificielle, ça va être, manipulation de masse par une intelligence artificielle, discrimination de masse par une intelligence artificielle et donc ça, ces risques systémiques, génèrent des obligations, non pas pour, on va dire, les entreprises qui utilisent professionnellement ces systèmes, mais plutôt pour les fournisseurs de ces très, très gros modèles d'intelligence artificielle que sont les modèles que sont proposés par exemple par OpenAI, donc et qui permettent de développer ensuite, ChatGPT. Donc voilà, donc ça, ils ont des obligations spécifiques parce qu'on craint des risques systémiques liés au développement incessant de l'intelligence artificielle et au progrès incessant de l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est pas ce qui va vous concerner. Donc, ce qui va vous concerner, c'est donc, comme je vous disais, c'est les risques inacceptables et donc les pratiques interdites. Et ensuite, ce qui va aussi vous concerner, c'est le haut risque. Donc, c'est lorsque vous avez des systèmes d'intelligence artificielle qui sont soit mis en œuvre dans certains secteurs d'activité, soit intégrés dans certains produits considérés comme un risque. Donc ça, je vais vous expliquer ça plus avant. Et finalement, après, il y a un certain nombre d'obligations d'information plus légères lorsque on a des systèmes d'intelligence artificielle qui interagissent avec l'humain. Donc voilà, donc en fait, une pyramide des risques, donc en haut, donc risque systémique, pardon, risque interdit, donc risque inacceptable. Donc risque inacceptable, ensuite risque systémique, ensuite donc haut risque et finalement, heu, on va dire risque modéré et donc nécessité d'informer, simplement d'informer. Donc voilà, donc on va reprendre très rapidement, puisque, le but du jeu, c'est vraiment d'aller assez vite. Donc les risques inacceptables. D'abord, qu'est-ce que c'est? Donc quelles sont les pratiques d'IA qui vont être interdites? Donc elles vont être multiples, mais en particulier lorsqu'on est un déployeur professionnel de systèmes d'intelligence artificielle, voilà, ou un développeur, de systèmes d'intelligence artificielle plus encore, ce qu'il faut avoir en tête dans les risques,
inacceptables et donc les pratiques interdites, c'est qu'on va avoir, par exemple, tout ce qui va tourner autour de la manipulation des humains. Donc, en particulier sous le seuil de conscience, mais pas nécessairement sous le seuil de conscience. Donc, tous les systèmes qui vont avoir vocation à manipuler l'humain et qui, en le manipulant, finalement, vont le pousser à prendre des décisions qu'il ne souhaiterait pas prendre. Donc voilà, donc ça va être interdit. Donc on peut penser à la matière commerciale en particulier. Et puis, ce qui va également être interdit, ça va être tout ce qui... Enfin, il va y avoir toute une série d'interdictions autour de la reconnaissance faciale, mais avec quand même des exceptions parce qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même permises, mais il y a aussi beaucoup d'interdictions autour de la reconnaissance faciale. Donc voilà, donc les pratiques interdites, tout ce qui tourne autour de la manipulation de l'humain, tout ce qui tourne autour de la reconnaissance faciale de l'humain, va en particulier faire l'objet d'interdictions avec des sanctions administratives lourdes lorsque on développe et on met sur le marché des systèmes qui permettent donc ces types de manipulation. Comme je vous disais, bon, les risques systémiques, ça, c'est vraiment uniquement pour OpenAI et quelques autres très très gros opérateurs. Donc ça, voilà, je n'en parle pas davantage que ce que je vous ai dit. Et ensuite, on descend et on va vers le haut risque. Donc là, le haut risque, donc les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, ça, c'est ce qui est vraiment important d'avoir à l'esprit, parce que ce soit pour les développeurs de ces systèmes ou que ce soit pour les déployeurs, donc les utilisateurs professionnels de ces systèmes, vous allez avoir un certain nombre d'obligations pour, donc en particulier, justement, limiter les risques qui peuvent être de multiples, de types multiples et en particulier des risques, par exemple, liés à la cybersécurité, des risques liés aux biais d'automatisation, c'est-à-dire de faire trop confiance à la machine, et cetera, et cetera. Et puis, de manière générale, il faut faire attention à ce que les droits fondamentaux de toutes les personnes qui sont confrontées au système que vous développez ou vous déployez ne soient pas atteints. Donc voilà, donc c'est assez vaste finalement. Alors c'est quoi le haut risque? Quand est-ce qu'on est dans le haut risque? Et quand est-ce qu'on a ces obligations liées à la cybersécurité, liées aux biais d'automatisation, liées à la protection des droits fondamentaux? Eh bien, quand on est dans deux annexes, enfin quand on relève de deux annexes, qui sont dans le règlement sur l'intelligence artificielle. Il y a une première annexe qui vient dire, eh bien, on est dans le haut risque lorsque on est un développeur, déployeur de systèmes qui finalement s'opèrent dans un secteur d'activité dit à haut risque. Et donc les secteurs d'activité dits à haut risque, eh bien, il y en a un certain nombre qui sont listés dans le règlement sur l'intelligence artificielle. Et en particulier, donc pour vous donner quelques exemples, eh bien, vous allez avoir comme secteur à haut risque tout ce qui tourne autour de la justice, tout ce qui tourne autour de l'éducation, mais également tout ce qui tourne autour de l'évaluation des personnes, par exemple, donc qui peut être aussi une évaluation dans le monde du travail. Donc voilà, et vous pourrez aussi avoir dans le haut risque tout ce qui va tourner autour de la biométrie, c'est-à-dire de l'usage de la biométrie, donc par exemple les données biométriques oculaires, digitales, qui finalement pourront servir, ou faciales bien évidemment, donc toutes les données biométriques de l'humain qui permettent de l'identifier. Et donc dès que vous êtes dans le secteur de la biométrie, sans être purement dans le secteur de la reconnaissance faciale interdite, eh bien, vous serez dans le haut risque. Donc voilà, donc dès que vous êtes dans ce secteur-là, ça déclenche un certain nombre d'obligations pour prévenir des risques, et en particulier des risques d'atteinte aux droits fondamentaux. Et par ailleurs, vous avez aussi, donc une deuxième annexe, et dans cette deuxième annexe, vous avez une liste d'hypothèses, donc, ou une liste d'hypothèses, plus exactement, une liste de textes
européen qui concerne des produits qui sont considérés déjà comme à risque. Et donc, vous avez par exemple les dispositifs médicaux, mais vous avez aussi les jouets, vous avez les aéronefs, donc les ascenseurs. Bref, c'est une liste très... c'est un inventaire à l'après-vert, hein, donc vous avez plus d'une vingtaine de produits qui, dès qu'on met de l'IA dedans, déclenchent toutes les obligations du haut risque. Et donc là, à nouveau, donc ces obligations liées à la cybersécurité, au respect des droits fondamentaux que j'évoquais avec vous. Et finalement, donc comme je vous le disais, vous allez avoir ensuite une dernière catégorie qui est la catégorie, on va dire, de situations qui sont considérées, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes, comme étant à risque faible ou limité. Et ces situations donc, qui sont à prendre avec des pincettes, c'est dès qu'en fait l'IA interagit avec de l'humain, ou dès que l'IA interagit avec des machines, eh bien, vous allez avoir un certain nombre d'obligations d'information, soit à l'égard de l'humain, soit à l'égard de la machine qui va recevoir le contenu généré par l'intelligence artificielle. Donc, globalement, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que lorsque vous êtes donc, vous déployez par exemple une intelligence artificielle qui va interagir avec vos clients. Il faut absolument informer le client qu'il est en train d'interagir avec une intelligence artificielle. Donc, obligation d'information. De la même manière, si vous utilisez des deepfakes, c'est-à-dire de l'hypertrucage, donc ce qui est de plus en plus simple, hein, parce que entre donc tous les systèmes d'intelligence artificielle générative qui produisent soit de l'image, soit du son, soit maintenant de la vidéo, donc on pense à Sora, eh bien, vous allez très facilement finalement voilà, produire ce qu'on appelle des hypertrucages qui sont très proches de la réalité. L'hypertrucage, c'est tout contenu qui finalement est très semblable à la réalité. Et donc dans ce cas-là, il y a aussi donc il y a des obligations d'information à l'égard des humains qui sont confrontés à ces deepfakes. Et finalement, voilà, ce qui est en train de se développer, mais difficilement parce que c'est compliqué au niveau technique, c'est l'idée aussi que dans les contenus générés par de l'intelligence artificielle, il doit y avoir des sortes de watermarking, c'est-à-dire d'empreintes qui permettent de reconnaître que le contenu est synthétique. Et ça, c'est des informations qui doivent être données aux machines auxquelles ces contenus synthétiques sont envoyés. Donc voilà, donc voilà un peu ce qu'il y a dans le règlement sur l'intelligence artificielle. Et globalement, à chaque fois, vous avez des possibilités d'obtenir des certifications pour montrer que mais tout ça, ça va se développer dans les années à venir, pour montrer que les systèmes d'intelligence artificielle que vous développez, que vous déployez sont finalement conformes au règlement sur l'intelligence artificielle. Il va y avoir des possibilités de marquage CE. Et puis, il va y avoir également toute une série de normes techniques qui vont se développer pour permettre de se mettre en conformité avec le règlement sur l'intelligence artificielle. Et ces normes techniques qui sont en cours d'élaboration, elles vont être développées dans le cadre du CEN-CENELEC, qui est un organisme de normalisation européen sur le sujet. Voilà, donc là, voilà ce que je peux vous dire sur le règlement sur l'intelligence artificielle et je passe la main à Marcel pour la propriété intellectuelle et le secret des affaires. Merci beaucoup Juliette. Donc normalement vous voyez la présentation. Donc, je vais vous parler effectivement de propriété intellectuelle dans un premier temps, et puis de cybersécurité et de secret des affaires dans un deuxième. Et pour commencer, quelques enjeux effectivement de propriété intellectuelle. Alors si on veut évoquer la propriété intellectuelle, c'est un ensemble assez complexe, hein, avec probablement vous le savez, à la fois le droit d'auteur, le droit des marques par exemple, les dessins et modèles. Alors ce qui nous intéresse le plus évidemment en lien avec l'intelligence artificielle, c'est principalement le droit d'auteur. Pourquoi? Parce que le droit d'auteur, ça protège les œuvres originales de l'esprit. Et puis surtout, il n'y a pas besoin de formalisme préalable. Et ça veut dire qu'en pratique, on crée des œuvres tous les jours, vous, moi, des milliers d'œuvres depuis notre naissance. Et c'est vrai que ce droit d'auteur, évidemment, est largement défié à de nombreux égards par l'intelligence artificielle. Il y a trois grandes questions centrales pour résumer. La première, c'est la question de la propriété intellectuelle sur les créations, et je mets volontairement des guillemets évidemment,
de l'intelligence artificielle quand l'intelligence artificielle crée, entre guillemets, toujours quelque chose, à qui ça appartient? La deuxième question, c'est ce produit réalisé par l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est sûr qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on va pas avoir des problèmes juridiques si on l'utilise? Parce qu'après tout, il n'est pas sorti comme ça d'un chapeau magique. Il est issu évidemment de données d'apprentissage. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, pour le dire avec des mots juridiques, des risques de revendication par des tiers? Et puis enfin, il y a la question évidemment des données qu'on confie, j'utilise ce terme, à l'IA, c'est-à-dire notamment dans nos prompts, on va donner un certain nombre d'informations à l'IA. Que deviennent ces informations et sont-elles protégées? Ce qui nous permettra de faire le lien derrière avec les aspects de secret des affaires et de cybersécurité, vous allez comprendre. La première question, c'est celle de la propriété intellectuelle sur les créations de l'IA. Alors c'est une question qui est très intéressante parce qu'en pratique, pour qu'il y ait propriété littéraire artistique, pour qu'il y ait du droit d'auteur, il faut qu'il y ait une œuvre, et une œuvre, ça signifie qu'il y a une originalité, une empreinte de la personnalité de l'auteur. Concrètement, vous prenez une photo, elle est originale par son cadrage, par exemple, elle reflète l'empreinte de votre personnalité, il y a des choix qui ont été faits, spécifiques, qui sont les vôtres, quelqu'un d'autre n'aurait peut-être pas fait exactement la même photo, c'est une œuvre parce que ça reflète votre personnalité. Et toute la question, évidemment, c'est de savoir si l'IA peut avoir une personnalité pour pouvoir créer des œuvres. C'est un débat juridique qui est assez intéressant, en fait, et qui, in fine, nous amène à réfléchir sur la question de savoir s'il y a créé ou si elle assiste simplement dans la création d'œuvres. Alors, il y a des positions très différentes. Aux États-Unis, par exemple, en 2023, un juge fédéral a considéré, après une assez longue controverse, qu'une œuvre créée par une intelligence artificielle n'est pas susceptible de protection. C'est cette image qui avait été générée en 2012 et qui représente la fin de vie d'un cerveau. Donc, vous l'aviez peut-être pas forcément vu comme ça, mais c'est ce qu'on avait demandé à l'intelligence artificielle. Bon, si c'est ça le paradis, ça a l'air plutôt sympa. Et là, effectivement, les juges considèrent que c'est pas une œuvre parce qu'on n'a pas de création effectivement originale d'œuvre de l'esprit par l'IA, parce que l'IA n'a pas de personnalité. À l'inverse, au Canada, eh bien, on a inscrit dans une base de copyright comme co-auteur d'une œuvre que vous avez au-dessus, eh bien, une intelligence artificielle. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est pas l'auteur, hein, c'est bien le co-auteur, mais vous avez dans ce cas-là la possibilité d'envisager l'intelligence artificielle comme co-autrice, en l'occurrence, d'une œuvre. Donc ça, c'est aujourd'hui une vraie question qui reste largement ouverte. Finalement, c'est un débat. La réponse à ça, eh bien, c'est en grande partie quel est le prompt finalement. Est-ce que l'IA a fait le travail ou est-ce que c'est un humain qui fait les choix créatifs? C'est-à-dire que plus on va guider l'intelligence artificielle, plus on va lui demander par des prompts précis d'affiner sa réalisation, et plus finalement on va avoir probablement une œuvre générée par l'humain qui a donné des instructions à l'intelligence artificielle. De ce point de vue-là, finalement, l'intelligence artificielle, c'est un outil un peu comme un appareil photo. Si c'est l'humain qui fait ses réglages, sa focale, par exemple, eh bien effectivement, dans ce cas-là, c'est l'humain qui fait des choix artistiques et qui exprime sa personnalité. Donc le prompt est important pour savoir si derrière la réalisation faite avec l'aide de l'IA peut ou pas être protégé au titre du droit d'auteur. La deuxième question, c'est celle de la revendication possible par des tiers sur les résultats générés par l'IA. Alors ça a l'air compliqué comme ça, comme expression. En pratique, la question est assez simple. Si vous demandez à une IA de vous créer quelque chose, ça peut être une image, ça peut être un texte, est-ce que derrière, vous pouvez être certain que personne ne va aller se plaindre parce que ce serait une contrefaçon, concrètement? Donc, si demain, vous demandez, par exemple, à une IA de vous créer un logo pour votre entreprise, de vous créer un texte que vous allez mettre sur votre site Internet, est-ce que vous pouvez être certain que ce texte peut être utilisé sans que quelqu'un, un concurrent, par exemple, vienne se plaindre? Alors, j'ai posé une question comme ça à ChatGPT, parce qu'après tout, l'IA a réponse à plein de questions, et j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que, si je te demande de créer un slogan publicitaire, ce qui peut être une application intéressante de l'IA, est-ce que si je te demande de créer une application, un slogan publicitaire, est-ce que je pourrais m'en servir librement? Et là, ChatGPT me dit, bien sûr, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de risque, allez, je vous aide à créer un slogan. Vous notez ici que le prompt n'est pas très juridique. À qui appartient un slogan que je te demande de créer? Immédiatement après, j'ai posé
Et vous allez voir, c'est la même question, mais avec des mots un petit peu différents. Je lui dis, peux-tu me garantir que personne ne viendra revendiquer des droits sur ce slogan? Et vous voyez que c'est des mots juridiques, là, cette fois-ci, on parle de droit, on parle de revendication. Ah, c'est un avocat qui a posé la question, clairement. Et alors même que c'est, vous en conviendrez, exactement la même question, sur le fond, la réponse est radicalement différente. Voilà, ChatGPT me dit non, je peux certainement pas vous garantir de manière absolue qu'il n'y a pas de risque de revendication. Et la réponse est d'ailleurs assez pertinente d'un point de vue juridique. On vous dit, faites bien attention, le contenu peut exister ailleurs, il peut être original, sous-entendu protégé par le droit d'auteur. La responsabilité, c'est la vôtre. Faut éviter les conflits. Il y a des problèmes potentiels de concurrence, de propriété intellectuelle. Ça, c'est vrai. Pour le coup, cette réponse-là est beaucoup plus exacte. Et puis, la dernière question qui est celle des données qu'on confie à l'IA. Et là, ici, il faut rappeler quand même un point essentiel, c'est la question des données d'apprentissage. L'IA, elle a évidemment une capacité de création, mais elle a besoin de données d'apprentissage. Et ces données d'apprentissage, plus elles sont nombreuses, plus elles sont de bonne qualité, meilleurs seront évidemment les résultats de sortie. D'où d'ailleurs, aujourd'hui, l'immense pagaille qui règne sur la question des données d'apprentissage, puisqu'en synthèse, pour résumer, l'Union européenne protège beaucoup les données, notamment les données personnelles, et ça limite évidemment le stock de données d'apprentissage disponibles. D'autres pays font des choix probablement assez différents. Je pense par exemple à la Chine ou de plus en plus aux États-Unis. Toujours est-il que ces données qu'on confie, entre guillemets, à l'IA dans les prompts notamment, eh bien, pose un certain nombre de problèmes. D'abord, il y a la question de la fouille de textes et de données. En Europe, on a une directive de 2019 qui vise notamment à rendre l'Union européenne plus compétitive en matière d'IA, et ce texte permet de faciliter la fouille de textes et de données. C'est-à-dire que dès que des éléments sont en ligne, effectivement, le principe, c'est qu'ils sont fouillables, entre guillemets, par machine, avec du texte et du data mining. Et ça, c'est l'article 4 de la directive de 2019. Ça pose évidemment un certain problème si vous ne voulez pas, vous, en tant qu'entreprise, par exemple, que des éléments que vous avez mis en ligne soient utilisés par des IA et servent de données d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle il existe un opt-out, c'est-à-dire une possibilité d'exclusion. Et effectivement, dans le RIA, on permet la possibilité d'exercer un opt-out pour la fouille de texte et de données, avec quand même un certain nombre d'interrogations, et notamment comment cet opt-out s'exerce. Alors, il doit être lisible par machine. Concrètement, est-ce que, par exemple, et c'est ce que certains juges ont décidé, notamment en Allemagne assez récemment, est-ce qu'il suffit, par exemple, dans les conditions générales de mon site internet, de dire, bon, voilà, je m'oppose à ce que ces données servent de données d'apprentissage. Une machine est censée être capable de comprendre ça, puisque ce sera vraiment le cas en pratique. Ça, c'est un autre débat. Mais effectivement, il y a cette question-là de la réutilisation des données publiques à des fins d'apprentissage et de la possibilité de s'opposer à ces données. Il y a surtout un deuxième cas qui, pour moi, est plus important probablement au quotidien, c'est la question des prompts, c'est-à-dire tout ce que je donne à l'IA, est-ce que l'IA va s'en servir pour derrière nourrir sa base de données d'apprentissage? Et alors là aussi, j'ai posé la question à ChatGPT qui m'a répondu de manière assez rassurante en me disant non, moi je suis pas entraîné sur la base des données que vous intégrez dans vos recherches. Alors pour comprendre pourquoi ça inquiète beaucoup les entreprises, faisant quelques formations pour des grands groupes, ça les inquiète beaucoup parce qu'aujourd'hui, des outils comme ChatGPT sont énormément utilisés par des salariés, notamment du head management, pour faire un travail, par exemple, de synthèse de documents. Très concrètement, je vais vous donner un exemple. Imaginez dans une entreprise que vous recevez le projet stratégique d'entreprise à 10 ans, les orientations de l'entreprise pour les 10 prochaines années. C'est un document ultra confidentiel, évidemment. Il fait 90 pages parce que le PDG ne sait pas écrire de manière synthétique. Il est 19h30, pas spécialement envie de lire les 90 pages. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez, vous le mettez dans ChatGPT et vous dites faites-moi une synthèse en 2 pages. Et ça, pour le coup, les IA génératives savent assez bien faire des synthèses. La question, c'est est-ce que cette stratégie d'entreprise ne va pas derrière potentiellement être utilisable par l'IA générative pour
Par exemple, si demain, un concurrent du même secteur d'activité que vous se dit, bon, qu'est-ce que je pourrais avoir comme stratégie d'entreprise? Bon, tiens, je vais demander à ChatGPT, bonjour, je suis une entreprise dans tel domaine d'activité, quelle pourrait être ma stratégie sur les 10 prochaines années? Et vous comprenez où est le risque, hein, c'est qu'on ressorte évidemment votre stratégie pour la servir directement sur un plateau aux concurrents, et ça, ce serait quand même un petit peu embêtant. Bon, ChatGPT, a priori, il me rassure, il me dit non, pas de risque, tout va bien. Enfin, comme je suis juriste, je vais quand même aller voir les conditions générales, et quand on regarde les conditions générales, c'est quand même nettement moins clair. Dans les conditions générales, il y a bien écrit, et ça c'est assez classique, hein, qu'on peut utiliser votre contenu pour fournir, maintenir, développer, améliorer nos services. C'est très Google, hein, c'est un peu la même sémantique qu'on retrouve toujours. Bon, développer, améliorer nos services, on comprend quand même que les données vont être utilisables. Et puis, si on veut une explication peut-être encore plus simple, c'est vrai que quand on crée un compte ChatGPT, on vous dit ne partagez pas d'informations sensibles, parce que l'historique des chats peut être examiné ou utilisé pour améliorer nos services. Et ça aussi, j'ai envie de dire, noir sur blanc, ça a plutôt tendance à démentir ce que ChatGPT me répond quand il me dit qu'il n'utilise pas mes données. Puis alors après, évidemment, il y a d'autres services où c'est encore plus net. Midjourney, par exemple, effectivement, eux, ils expliquent clairement qu'ils réutilisent vos images. Et puis DeepSeek, dont on parle tellement ces derniers jours, bon là c'est encore pire. Bon, d'abord les conditions sont en anglais, c'est pas très légal. Ça renvoie en clause attributive de juridiction aux juridictions chinoises. Bon, enfin, je vous fais pas un dessin, mais rien ne va dans ces conditions générales. Et puis là, évidemment, toutes les données servent de données d'apprentissage. C'est écrit noir sur blanc. On comprend mieux pourquoi, par exemple, l'Italie vient hier de bannir sur son territoire le téléchargement de l'application. Bon, évidemment, ça pose de vrais problèmes ici en termes de confidentialité. Puis juste pour finir, voilà, c'est ça, hein, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, on a cette interdiction qui aussi s'insère dans un discours un peu plus global sur, on va dire, la question de la protection des secrets d'affaires, de la souveraineté numérique. Et ça, si j'ai une seconde, je vous en parlerai bien volontiers dans quelques minutes pour finir ma présentation. On fait comme ça, Juliette, je te redonne la main et puis après, j'ai quelques minutes pour finir. Ça marche, c'est parfait. Parfait. Merci Marcel. Donc simplement sur la alors parce que j'ai fait une première réponse parce qu'il y a des réponses, hein, qui, enfin des questions qui sont posées dans le chat. Alors bon, voilà, simplement pour vous dire sur le premier sujet, toutes les questions sur la reconnaissance faciale, enfin il y a eu 2 questions sur la reconnaissance faciale. C'est un concept compliqué, donc j'ai mis une réponse qui concerne en fait les 2 questions qui étaient posées. Donc tout ce qui relève de la reconnaissance faciale n'est pas interdit en fait. Ce qui est interdit par l'article 5 de l'AI Act, c'est l'utilisation des systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, mais avec des exceptions. C'est-à-dire qu'en fait, il faut 4 conditions. L'interdiction repose sur 4 conditions, à savoir, c'est l'utilisation de systèmes d'identification donc biométriques à distance, en temps réel, dans des espaces accessibles au public à des fins répressives. Donc, quand on a ces 4 conditions, normalement, c'est interdit. Donc dès qu'il manque une condition, c'est-à-dire si c'est pas fait en temps réel, si c'est pas dans un espace où un public peut avoir accès, par exemple, etc., on n'est pas dans l'interdiction. Et par ailleurs, même quand on est dans l'interdiction, il y a toute une série de listes. Alors là, dans le chat, j'ai pas pu tout mettre parce que il m'a pas laissé tout mettre parce que c'est trop petit, mais globalement, il y a toute une liste d'exceptions pour sortir de l'interdiction. Et quand on sort de l'interdiction, on tombe dans le haut risque. C'est-à-dire que c'est permis, mais on a des obligations pour veiller au respect des droits fondamentaux. Voilà, donc ça, c'était simplement la précision que je voulais faire. Donc vous avez voilà, le début de l'article, enfin d'un morceau de l'article 5 sur la reconnaissance faciale. Sinon, alors maintenant, sur le sujet, et qui est entièrement en lien avec ce que vient d'évoquer Marcel, c'est bon, parce que ce soit des données protégées par la propriété intellectuelle ou que ce soit des données personnelles, finalement, elles sont confrontées
plus ou moins de la même manière, les unes et les autres, au système d'intelligence artificielle et tout particulièrement au système d'intelligence artificielle dont la brique principale est un modèle d'intelligence artificielle, un gros modèle d'intelligence artificielle, comme ceux qui sont développés par OpenAI ou par l'entreprise qui vient de sortir DeepSeek. Donc, mais ce ne sont pas les seuls, hein, parce que donc il y a voilà, Google, il y a Gemini, Meta, c'est Llama, et xAI, c'est-à-dire l'entreprise d'Elon Musk, c'est Grok. Donc chacun a son voilà, a ses grosses machines, ses gros systèmes qui intègrent même des gros modèles d'intelligence artificielle. Et donc c'est les mêmes questions, à savoir bon, pour les données personnelles, concrètement, soit de toute façon, il faut bien savoir que les gros modèles d'intelligence artificielle, ils ont appris sur toutes les données qui étaient accessibles sur l'internet. Donc en gros, il y a quand même, et d'ailleurs l'Italie qui est un peu plus proactive, hein, comme l'a expliqué Marcel, elle a déjà interdit effectivement, elle a sanctionné ChatGPT sous l'angle du RGPD, sous l'angle de la protection des données personnelles. Donc concrètement, ce qu'il faut bien retenir, c'est que comme de toute façon, ce sont des énormes modèles qui sont dans des systèmes et qui ont appris sur la totalité de l'Internet, ils ont happé toutes les données personnelles et pas forcément dans le respect du RGPD. Ça, c'est un principe de base. Donc sur ce point-là, donc voilà, donc la première chose, c'est que déjà, les données, elles ont été happées en amont. Par tout ce qui est en libre accès, parce que vous avez du web scrapping, donc des petits robots qui sont venus hop, tout récupérer, qui sont sur la totalité d'Internet pour nourrir les bases de données qui ont servi à développer les modèles qui sont dans les systèmes que vous utilisez tous les jours. Donc voilà, donc le RGPD, il n'a pas forcément été respecté à ce moment-là. C'est en cours de construction. On a un avis du Comité européen à la protection des données. Donc le Comité européen à la protection des données, c'est la CNIL des CNIL. En fait, c'est la CNIL européenne, donc qui chapeaute les 27 autorités de régulation des 27 États membres. Et donc concrètement, donc le 17 décembre 2024, elle est venue dire que pour développer correctement ce type de modèle et respecter le RGPD sous l'angle de la protection des données personnelles, on pourrait s'en sortir avec la base légale de l'intérêt légitime. Mais encore faut-il respecter les conditions de l'article 6 du RGPD sur la base légale de l'intérêt légitime. Donc en gros, si on respecte les conditions de la base légale de l'intérêt légitime, on peut collecter la totalité des données personnelles de l'Internet, parce que la base légale de l'intérêt légitime, son intérêt justement, c'est qu'on n'a pas besoin de recueillir le consentement des individus pour collecter les données. Donc voilà, mais encore faut-il être dans la balance des intérêts, parce que l'intérêt légitime, c'est l'intérêt légitime des producteurs des systèmes et des modèles, mais il doit quand même être mis en balance du respect des droits fondamentaux des individus dont on collecte les données. Donc les données personnelles, de toute façon, elles ont été collectées. C'est en cours de... Disons que maintenant, l'Europe s'intéresse au sujet et donc a produit donc très récemment donc voilà, une explication comment il faut faire pour que ça respecte le RGPD. On va pouvoir sauver les meubles avec la base légale de l'intérêt légitime. Et par ailleurs, les données personnelles, elles sont utilisées aussi à chaque fois que vous faites un prompt. Donc là, elles sont... De toute façon, il y a un traitement de données personnelles. Quand bien même il n'y a pas forcément de mémorisation de ces données, il y aura un traitement, puisqu'en fait, c'est à partir de ces données personnelles que vous mettez dans le prompt que finalement, le résultat va être reproduit. Donc de toute façon, ces données-là, donc qui n'ont pas forcément été celles sur la base duquel le modèle a appris, mais celles qu'on met simplement dans le prompt pour poser la question, elles sont traitées au moment où vous posez la question, et donc elles font l'objet d'un traitement. Donc ça veut dire qu'elles sont aussi soumises à la protection du RGPD, parce que de toute façon, dès qu'il y a un traitement sur des données personnelles, le RGPD s'applique. Et à ce moment-là, à nouveau, ce que nous dit le Comité européen de la protection des données le 17 décembre dernier, c'est globalement voilà, la base légale de l'intérêt légitime
permet potentiellement voilà, de rendre acceptable le traitement des données personnelles dans le cadre des prompts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la base légale de l'intérêt légitime n'implique pas le recueil d'un consentement préalable pour que les données soient traitées, mais ce qui est un petit peu logique finalement. Après, ça peut aussi, finalement, on peut avoir une autre base légale qui pourrait être le contrat, parce que on pourrait dire que finalement, ces données-là, si vous voulez obtenir le service, vous avez besoin de les mettre dans la base. Donc, voilà, donc la base légale de l'intérêt légitime pourrait marcher. La base légale, il y a une autre base légale qui est celle du contrat, qui est dans l'article 6 du RGPD, elle pourrait aussi marcher. Donc concrètement, ça veut dire que ça sera pas systématiquement du tout le recueil du consentement préalable qui sera mobilisé pour rendre le traitement légal au titre des prompts que vous allez mettre dans le système et qui inclurait des données personnelles. Donc voilà, donc ça c'est... donc qu'est-ce que ça veut dire? Et dernier point, puis j'en arrêterai là sur ce point-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que que globalement vous acceptez d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez conscients que de toute façon vos données sont traitées. Ça ne veut pas dire systématiquement qu'elles seront mémorisées pour être ultérieurement réutilisées. Ça, c'est une autre chose. Mais de toute façon, elles vont faire l'objet d'un traitement, elles vont être rentrées dans la machine, faire l'objet d'un traitement. Et finalement, voilà, vous acceptez une circulation finalement de vos données à partir du moment où vous les mettez dans le prompt, avec toutes les conséquences potentielles que ça implique. Et donc pour l'instant, c'est parce que c'est toujours la CNIL italienne qui est très proactive sur la question du RGPD. Donc la CNIL italienne vient de commencer une instruction sur DeepSeek, par exemple. Elle a sanctionné ChatGPT parce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas de respect du RGPD. Et là, elle met... donc on a une deuxième action toujours de la CNIL italienne sur DeepSeek parce que, comme l'a montré Marcel il y a quelques instants, les conditions d'utilisation sont très floues, elles sont en anglais, et puis la question des données personnelles est un non-sujet, donc, donc voilà. Donc il faut, voilà, donc on est quand même dans un monde qui n'est pas complètement rassurant, hein, il faut le dire, sous l'angle de la protection des données personnelles, et qu'il faut... Alors, il faut quand même avoir conscience que ça commence doucement à être balisé par l'Europe, qui se trouve confrontée au système et qui finalement a mis quand même du temps pour réagir, et qui commence à poser un cadre, mais c'est un cadre qui n'est pas très protecteur parce que finalement les premières décisions qui sortent, c'est plutôt pour sanctionner les fournisseurs des gros modèles qui sont dans les systèmes que vous utilisez pour produire pour générer du contenu. Alors, on est plutôt dans une logique de sanction parce que globalement, même si le cadre européen qui est en cours de construction est très souple, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas forcément respecté. Voilà, je repasse la parole à Marcel. Merci beaucoup. Du coup, je vais finir la présentation. Exactement, on s'est arrêté là, magnifique. Pour vous parler, cette fois-ci, un peu des secrets d'affaires et de cybersécurité. Alors en fait, vous l'aurez compris, ça fait le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous intégrez notamment des éléments dans des prompts, eh bien forcément, vous pouvez potentiellement être amené à divulguer des choses qui sont ce qu'on appelle juridiquement des secrets d'affaires. Donc la définition, vous l'avez là. Ce qui est surtout intéressant dans cette définition, c'est que pour être un secret d'affaires protégé, il faut qu'il y ait une volonté de protection. Le texte parle de mesures de protection raisonnables compte tenu des circonstances. Donc, en d'autres termes, si on ne se protège pas, il ne faut pas être surpris si ces éléments sont pris, par exemple, par des concurrents, parce qu'il y a une protection uniquement s'il y a une volonté active de protection. L'Union européenne, ces dernières années, a multiplié les textes sur la cybersécurité. Voilà un petit patchwork. Alors, il y a peut-être quelques acronymes qui vous parlent, mais effectivement, il y a deux textes, notamment, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la directive NIS 2 et le Cyber Resilience Act. Pour faire très court, la directive NIS 2, c'est la suite de la directive NIS. C'est un texte qui vise à renforcer la cybersécurité d'un certain nombre d'entreprises, notamment dans le domaine de la supply chain, des chaînes d'approvisionnement. Quant au Cyber Resilience Act, c'est un texte qui notamment vise, pour
pour là encore simplifier beaucoup, à renforcer la sécurité d'un certain nombre d'équipements hardware, software. Alors pour faire ça en résumé, aujourd'hui quand on achète une poupée pour un enfant, mais il y a une certification, il y a des tests qui sont réalisés pour vérifier que l'enfant ne peut pas se blesser avec, il ne peut pas avaler des pièces, etc. Quand vous achetez un objet connecté, il n'y a pas la même chose qui est fait par exemple pour vérifier que les données collectées par l'objet ne vont pas partir, par exemple, sur un serveur, j'en sais rien, en Chine, pour alimenter des bases de données gigantesques d'apprentissage de l'IA, ce qui est un peu discutable. Donc aujourd'hui, l'Union européenne, effectivement, elle multiplie les textes pour essayer d'amener plus de résilience, plus de cybersécurité opérationnelle. Et tout ça, ça se fait dans un contexte qui est vraiment un contexte géopolitique où les données, notamment en lien avec l'intelligence artificielle, évidemment, sont extrêmement précieuses. Et aujourd'hui, il y a un vrai affrontement qui existe avec une multipolarisation du monde finalement. C'est-à-dire qu'on voit très bien l'exemple DeepSeek et pas juste dans l'actualité, c'est aussi la Chine versus les États-Unis. Alors si je veux essayer de politiser un peu le débat, c'est évidemment pas un hasard si on a DeepSeek qui est révélé 2 jours après l'annonce Stargate, c'est-à-dire Donald Trump qui veut investir 500 milliards dans l'intelligence artificielle, et hop, d'un coup arrive DeepSeek qui fait perdre 600 milliards, quasiment la même somme, en capitalisation boursière en une seule journée à Nvidia. Ah, c'est pas un hasard, hein. Moi, j'ai arrêté de croire au hasard depuis longtemps. Derrière, il faut bien comprendre qu'on est dans une logique aujourd'hui où les données, ça vaut de l'argent, évidemment, qu'elles soient personnelles ou pas. Les données d'entraînement de l'IA sont absolument centrales. Et aux États-Unis, on a quand même une approche qui est une approche extrêmement, alors évidemment, protectionniste des intérêts américains, notamment, par exemple, pour refaire le lien avec ce que vient de dire Juliette sur la protection des données personnelles, ce qu'on appelle le Cloud Act, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à des données où qu'elles soient hébergées dans le monde, dès lors qu'elles sont hébergées par une entreprise américaine. Et sans faire d'anti-américanisme, c'est vrai que c'est un point aujourd'hui de vigilance pour les entreprises, je pense, c'est extrêmement important. Quand vous utilisez une solution américaine, Microsoft, Google, bien forcément, vous êtes soumis à la législation américaine du Cloud Act, et ça peut poser un certain nombre de problématiques, notamment en termes de confidentialité des données. Alors, il y a de très grands groupes français qui utilisent, par exemple, au quotidien des solutions logicielles Google. Bon, je trouve ça assez peu prudent, pour être honnête, quand on connaît le contexte juridique global, et encore moins aujourd'hui quand on voit la photo de famille qui est en bas à gauche, et quand on voit effectivement aujourd'hui à quel point c'est plus les géants du numérique contre les États, ce qui a pu être le cas à un moment, mais c'est les géants du numérique avec les États. Je crois que cette photo vaut mieux que de longs discours. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut, en gros, le résumé, c'est lire les contrats. Alors, je sais que c'est pénible et pas forcément à la portée de tous, mais il faut lire les contrats, il faut comprendre les enjeux qu'il y a derrière en termes d'intelligence économique, en termes effectivement de protection des secrets d'affaires. Il faut se méfier de tout aussi. Ça, c'est pour finir sur un ton un peu plus léger, mais l'IA, c'est aussi un risque en termes de cybersécurité parce que, par exemple, ça va faciliter des arnaques type arnaque au président. Aujourd'hui, quand on fait, par exemple, des formations sur la cybersécurité, on aime bien commencer par un petit deepfake en faisant intervenir, par exemple, dans la visio, quelqu'un qui n'est pas la personne que vous croyez qu'il ou qu'elle est. C'est-à-dire, peut-être que je ne suis pas Marcel Meurice, peut-être que Juliette Sénéchal n'est pas Juliette Sénéchal, peut-être que Christine Durand n'est pas Christine Durand. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué de démêler de ce côté-là le vrai du faux, surtout par exemple pendant une visio, qui a même des outils, c'est même un nouveau marché, pour détecter effectivement les deepfakes. Il y a un outil Intel par exemple, il y a aussi un autre outil qui s'appelle Reality Detector. Donc voilà, il y a aujourd'hui un vrai marché là aussi économique sur cette question de la détection des deepfakes. Et comme il est 58, je rends la main immédiatement, j'avais promis d'être rapide, j'aurais pas menti. Il nous reste 1 minute pour des questions. Merci Marcel, merci Juliette. Alors je laisse à ceux s'il y a encore des questions. Je n'en vois pas de nouvelles apparaître. Celles qui étaient en ligne, donc vous avez bien répondu. Alors, oui, simplement sur voilà, enfin sur est-ce que les communes devront résilier les contrats avec les sociétés qui fournissent les caméras et logiciels? Il faudra lire les contrats en fait, hein. Ça c'est pour voir s'ils rentrent bien dans le cadre de l'article 5 de l'AIACT, hein. Ça c'est vraiment
Ouais, alors juste, je peux peut-être compléter sur ce sujet-là, parce qu'on a eu pas mal de projets de recherche sur la VSA, donc c'est un sujet que je connais relativement bien. En fait, aujourd'hui, l'article 5 semble effectivement interdire de nombreux usages. En pratique, il pose aussi beaucoup d'exceptions. Tout Alors, à il y en a fait. par exemple deux que je donne toujours aux étudiants pour les faire un peu réagir. Parmi les exceptions, il y a par exemple la reconnaissance faciale en temps réel de personnes, par exemple, qui sont exploitées par des réseaux de proxénétisme. Et là, je dis à mes étudiants, bah oui, effectivement, si demain mon enfant est kidnappé par un réseau de proxénètes, tombe entre de mauvaises mains, est-ce que je peux aller à la police avec une photo et dire, voilà, ma fille de 17 ans est exploitée par des proxénètes, retrouvez-la moi. Et effectivement, les policiers auront un signalement potentiellement en temps réel quand elle apparaît dans la rue. A priori, tout le monde trouve ça plutôt bien et tout le monde va dire, bah, effectivement, ça c'est une exception qui globalement est tout à fait entendable. Mais le même article 5 pose parmi les exceptions également les personnes disparues. Alors ça, c'est beaucoup plus problématique parce que des disparitions volontaires de majeurs, il y en a des dizaines de milliers chaque année en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si je me dispute avec ma femme et que je quitte le domicile conjugal pour aller dormir de nuit à l'hôtel, pour souffler un tout petit peu parce que j'en ai marre, elle peut théoriquement, par exemple, aller voir la police en disant il y a mon mari qui est disparu, voilà sa photo, retrouvez-le moi. Bon, ça, d'un coup, je trouve ça quand même vachement moins bien. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'autorisations en fait, y compris effectivement dans des législations nationales qui sont parfois permissives. Bon, alors c'est pas de la reconnaissance faciale en temps réel, mais on peut penser par exemple à l'expérimentation VSA pour les JO. Et on voit que ça a ouvert quand même beaucoup de perspectives. Alors, sinon, il y a deux autres questions. Les interdictions strictes sont-elles applicables aux recherches académiques? Et un LLM souverain existe-t-il du coup? Alors le LLM souverain, sur cette deuxième question, mais là je laisserai compléter Marcel. Globalement, il y a des LLM français qui sont en train d'être développés. Donc Il y a il y a Mistral, il y avait Mistral, Lucie qui est voilà. Et puis disparue. bon, alors Lucie, je ne sais pas exactement ce qui se cachait derrière au titre des LLM. Bon, qui est ressorti, qui a été mis sur le marché, qui est ressorti aussi rapidement qu'elle est rentrée. Mais voilà, on a des modèles qui sont en train d'arriver. Et clairement, c'est ce qu'a expliqué Marcel, c'est que donc, à un moment, on a cru qu'il fallait donc des montants énormes pour essayer de développer des modèles et des systèmes très performants. Puis là, DeepSeek arrive sur le marché. Puis quand on regarde un petit peu, on se rend compte qu'il y en a d'autres. Alibaba aussi est en train d'en sortir un qui ne sont pas forcément à des montants aussi élevés. Donc, on pourrait se dire oui, pourquoi pas être capable de développer assez rapidement des modèles et des systèmes performants au niveau national. Là, pour l'instant, voilà, c'est en cours. Puis bon, moi, de ce que j'avais cru comprendre, c'est que Mistral avait aussi passé des partenariats avec des entreprises américaines aussi. Donc, c'est aussi compliqué parce que souverain, qu'est-ce que ça veut dire complètement souverain? C'est est-ce que toutes les pièces du système sont faites au plan national ou pas, hein? Donc ça, c'est toute la complexité parce qu'il y a vraiment voilà, il y a toute une série de couches techniques et qu'il faut savoir maîtriser toutes les couches pour que ça soit vraiment souverain. Et donc là, voilà, c'est en cours, voilà, avec Mistral. Et sinon, voilà. Alors, les interdictions strictes sont-elles applicables aux recherches académiques? Alors, c'est ce que je vous disais tout au départ sur l'AI Act. Lorsqu'on est dans une logique de recherche pure, on sort normalement du champ d'application de l'AI Act. Alors, je ne sais pas exactement si c'est la question qui était sous-jacente, qui était posée par Alexia Mounkassap, hein. Mais voilà, donc l'AI Act, il y a certains domaines dans lesquels il ne s'applique pas, le militaire ou la pure recherche, et donc toutes les interdictions ou toutes les obligations qui découlent de l'AI Act ne s'appliqueront pas non plus. Voilà. Marcel, si tu veux rajouter quelques éléments. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, sur la question de la souveraineté, je persiste et signe qu'effectivement, c'est compliqué la souveraineté parce que c'est pas juste est-ce que l'entreprise est française, c'est aussi où sont stockées, par exemple, les données, où sont les capacités de calcul, d'où viennent les données d'apprentissage. Aujourd'hui, la souveraineté, on sait plus trop ce que ça veut dire dans un monde globalisé. C'est évident.
Donc voilà. Eh bien, c'est parfait, 16h03. Merci beaucoup donc d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à ceux qui ont interagi. Voilà, merci Juliette et Marcel pour ces présentations, très intéressantes, enrichissantes et voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Alors je vois juste dans le chat ah oui, merci. Des merci. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Merci et bonne fin de semaine, bon week-end à tout le monde et peut-être, rendez-vous pour le prochain, webinaire. Nous vous tiendrons informés. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.